Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 nouvelles intervenantes. Sophie et Tori de la Maison des Ados Sud-Corse, Anne Béret du Centre de Planification et d'Éducation Familiale à Porto Vecchio et Brigitte Sabot, CPE, dans un lycée en Haute-Corse. Nous avons tenté de répondre dans cet épisode à une nouvelle question: comment appréhender les problématiques sociales de la jeunesse actuelle? Vaste question. Pour cela, nous verrons comment se construit un jeune durant son enfance et son adolescence. Nous approfondirons également la dimension sexuelle à cet âge et enfin, nous parlerons du harcèlement et du cyberharcèlement. Commençons par la présentation de nos intervenantes. Alors, donc moi je m'appelle Sophie Tori, je suis la responsable de la Maison des Adolescents Sud-Corse qui est implantée sur la commune de Porto Vecchio. Et par ailleurs, je suis psychologue clinicienne de formation. Alors, la Maison des Adolescents, c'est un dispositif de santé globale pour les adolescents et les jeunes adultes de 11 à 25 ans. Un dispositif gratuit et anonyme où on accueille les jeunes, on les écoute, on les accompagne, quelle que soit la problématique qu'ils veulent aborder, que ce soit un petit ou un gros problème, entre guillemets. Et on est aussi là pour aider les familles, les parents. Sur le versant médiation familiale, aide à la parentalité. Et on est également une plateforme ressources pour les professionnels où on peut proposer des formations, des réunions de concertation, des espaces de réflexion coordonnés dans notre mission de coordination du réseau santé et jeunesse sur le territoire. Et donc, notre territoire, c'est l'arrondissement de Sartène. Alors, pour l'instant, c'est encore en construction parce qu'on n'intervient pas encore de manière systématique sur les autres communes. Parce que la MDA, historiquement, elle est sur Porto Vecchio. Mais on interviendra à terme sur le Sartone-Valink, sur la pointe de l'île avec la ville de Bonifacio et puis dans l'Alta Rocca aussi. Alors, moi, je m'appelle Anne Béret. Je suis conseillère conjugale et familiale au Centre de Planification de Porto Vecchio, en Corse du Sud. Alors, le CPEF, c'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation, où les personnes, en fait, peuvent venir exposer un souci, une problématique, et on les aide à réfléchir, en fait, sur leur problématique. Ça dépend de la collectivité de Corse et de la direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire. Alors, mes missions particulières, en tant que CCF, donc ça va être l'information, l'écoute et l'accompagnement. Ça, c'est les 3 principales missions. C'est majoritairement des femmes qui viennent nous voir. Il y a beaucoup de jeunes. Alors, c'est des femmes majeures, mais chez les mineurs, en fait, il va y avoir des garçons et des filles. Alors, donc, je m'appelle Brigitte Sabot, je suis CPE depuis 1994 et j'ai travaillé dans divers établissements. J'étais dans l'académie de Lyon avant de venir dans l'académie de Corse et j'ai été formée à une méthode sur le harcèlement qui s'appelle la méthode de préoccupation partagée. J'ai travaillé surtout dans des collèges, un tout petit peu dans les lycées, mais surtout dans des gros collèges. Et là, je suis au collège de Montesor à Bastia depuis 2 ans. Dans un premier temps, il semble intéressant de se demander comment se construit psychologiquement un ou une ado, Sophie.
comment dire, de comprendre ce qui se passe à l'adolescence, il faut retourner bien évidemment dans le passé avec l'enfance et même, j'ai envie de te dire, même avant, parce que tous les événements qui sont à l'origine d'une vie, c'est-à-dire une grossesse ou même la manière dont les parents, en fait, psychiquement vont porter l'arrivée d'un enfant, c'est des choses qui font partie de son histoire de vie. Donc, en fait, le développement psychologique, psychique d'une personne, c'est un espèce de cocktail multifactoriel où tu as un mi-chemin entre la génétique, mais aussi comment cette génétique s'exprime, donc voilà, les aspects plus biologiques, l'environnemental, donc dans l'environnemental, tu mets l'influence de la famille, l'influence des amis, des proches, etc. Tous les aspects, on va dire, éducationnels, c'est-à-dire comment l'enfant a perçu une éducation aussi bien au sein de sa famille que dans le cadre scolaire. Ça va beaucoup jouer. Et puis, il y a aussi les événements de vie. Est-ce que cette personne, voilà, de ses 0 au début de son adolescence, de cet âge charnière, a vécu une vie préservée, ou est-ce que malheureusement il y a eu des événements qui sont venus accidenter tout ça, et d'éventuels traumatismes, voilà. Donc tout ça, ça va moduler en fait la personnalité de base, hein, l'expression biologique de base. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, hein, de quelle manière le corps, les cellules se façonnent pour donner des comportements. Et ça va être construit en fonction de tous les événements de vie de la personne jusqu'à là. Alors, il y a un truc super important, c'est la relation aux parents. Est-elle sécurisante ou ne l'est-elle pas? Si un enfant il est assez sécurisé, qu'il a des assises assez costauds, il va pas chercher perpétuellement sur l'extérieur à devoir se rassurer, à devoir combler cette insécurité avec laquelle il a grandi. Donc un parent, s'il veut être un bon parent, il se doit d'être ce qu'on appelle suffisamment bon, pas trop, pas moins, mais juste le bon milieu, le bon truc qui va convenir à son enfant pour qu'il puisse y avoir ces assises. Voilà, ces assises assez costauds. Donc tout ça, ça va avoir des répercussions sur la construction à l'adolescence, parce que à l'adolescence, il se rejoue quelque chose de l'ordre de l'enfance. La petite enfance passe, puis il y a une période qu'en psycho on appelle la période de latence, qui en gros correspond à la période où l'enfant rentre dans l'enseignement, il est très très axé sur apprendre, etc. Et puis il y a un retour du pulsionnel, un retour qui est dû à de la biologie, hein, quand il arrive à l'adolescence. Il y a la question de l'affirmation qui se représente. Classiquement, quand ils ont 2 ans, c'est la période où ils s'affirment, ils disent non. C'est la même chose à l'adolescence. Là, ça va pas être non, forcément, ça va être je. Ça va être la grosse affirmation du je. Et comment est-ce que ça va se passer et comment est-ce que l'expression de tout ça va se faire? Ça va beaucoup dépendre, effectivement, de comment est-ce que l'enfant il a été sécurisé ou non. Est-ce qu'il y a eu des événements ou non? Quel a été le contexte? Et aussi, quelles sont ses prédispositions de base génétiques. Voilà. C'est comme ça qu'une personne se façonne, qu'une personnalité se forme. Et quels sont les cercles de construction d'un ou d'une ado, Sophie? On va dire un peu classiquement, c'est les parents qui vont mettre le premier socle au tout début. Et puis après, quand il y a ce processus d'individuation qui arrive à l'adolescence, ça va être l'influence, à la fois l'influence sociétale et puis beaucoup l'influence des pairs, l'influence des autres jeunes. Hein. Il y a ce besoin très très fort d'être connecté à des personnes de son âge
de faire de la place, en fait, de presque très normalement renier ses allégeances parentales pour aller voir ailleurs comment ça se passe et se chercher, se trouver, finalement se rendre compte que oui, non, c'est pas ça, bricoler comme ça avec d'autres personnes vers qui on a un écho, qu'on est attiré parce qu'on sent qu'il y a quelque chose chez nous qui est attiré par les autres ados. Donc c'est beaucoup les pairs, quoi. L'appartenance sociale et les sous-groupes sociétaux, c'est d'autant avec encore plus aujourd'hui avec Internet, c'est devenu un critère d'identification et d'engagement relationnel super fort. Plus même, je dirais, qu'une personne. Les jeunes de 2020, ils sont très, très attirés et ils vont aller vers des sous-groupes sociétaux. Et pourquoi est-ce que c'est à cet âge-là qu'on est le plus sensible? C'est effectivement parce qu'on est dans une période où tout se réactualise. Hein. Tu sors d'un moment où tu as été très logiquement dans les apprentissages pour plaire à papa-maman. Là, tu commences à vouloir faire des trucs pour toi. Et puis, il y a surtout le fait que le cerveau d'un adolescent, il est en chantier. Il est en chantier perpétuel et ça va commencer vers l'âge de 11-12 ans, donc l'entrée correspond à l'entrée en 6e, et ça va se terminer beaucoup plus tard que ce qu'on le pense. Ça ne s'arrête clairement pas à 18 ans à la majorité. Le cerveau d'un jeune continue de bouger. Alors on considère qu'il arrive à maturité. Il arrive à maturité chez une fille un petit peu avant que chez les garçons. Donc on considère que c'est entre 18 et 24 ans qu'un cerveau sera mûr chez une fille et plutôt entre 24 et 30 chez un garçon. Alors ça va être... bon, on va la faire un peu simple parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis surtout, il y a des travaux qui sont en cours et on ne sait pas encore tout de ces processus. Mais il y a deux choses. Il y a une suractivation à l'adolescence de ce qu'on appelle le système limbique, voilà, qui comprend l'amygdale, etc. Ou c'est le système d'alerte du cerveau. C'est le siège des émotions, c'est l'endroit du cerveau où sont traitées les réactions rapides au danger, l'émotionnel. Pas loin, tu as les instances mnésiques, etc. Donc voilà, c'est tout ce qui est très, très, comment dire, l'impulsivité, etc. Donc il y a cette partie-là qui est très, très réactive, qui fonctionne presque trop. Et il y a une immaturité du lobe frontal, qui finalement est la partie du cerveau qui va venir contrebalancer logiquement dans un cerveau d'adulte la suractivation du système limbique. Donc le cortex frontal, préfrontal, qui va faire des comportements, des décisions pour inhiber les comportements. Il est là aussi pour gérer tout ce qui est de l'ordre du relationnel, de la relation sociale à l'autre. Et finalement, il est à la traîne et il finira de se développer entre 25 et 30 ans. Et c'est pour ça que les ados, ils ont des émotions très profondes, très complexes, très intenses et qui ne sont pas en capacité de les contrôler complètement. Il y a de ça. Après, il y a aussi en même temps un déséquilibre, une inversion entre la croissance de la matière grise et de la matière blanche dans le cerveau. La matière grise qui est en expansion, c'est les connexions, le fait de pouvoir engranger des apprentissages et de savoir des choses et de complexifier un réseau neuronal pour
valider des expériences et des savoirs. Cette expansion, elle se fait environ pareil, jusqu'à 12 ans. Et puis, à ce moment-là, il y a une décrue. On appelle ça l'élagage. Le cerveau d'un ado et d'un jeune adulte qui va perdre il va perdre 1% par an de matière grise. Alors, c'est pas très grave, hein, on ne devient pas plus bête quand on est ado. Simplement, et au contraire, on se spécialise. Quand on est, c'est un cerveau qui va être moins plastique, c'est-à-dire moins ouvert à toutes les possibilités, mais plus performant. Plus performant pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a une très très forte expansion de la matière blanche. Donc, la matière blanche, c'est la myélinisation, qui arrive, des synapses. En gros, on a des synapses beaucoup plus performantes avec l'information qui passe beaucoup plus vite et on devient tout simplement plus pointu sur des sujets moins vastes. Et puis, c'est aussi important de couper des connexions qu'on a appris il y a 4, 5, 6 ans qui ne nous servent plus pour faire de la place et apprendre d'autres choses qui vont nous servir dans notre vie d'ado puis de futur adulte. Donc, c'est un chantier. Le cerveau d'un ado, c'est un chantier qui fait que tout paraît beaucoup plus intense. Que par exemple, la joie paraît plus intense, la tristesse aussi. On me dit souvent que les ados, quand ils sont mal, ils ont l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est souvent quand on se rappelle de notre adolescence, on a pu certains ressentir ces trucs-là, de se dire, là, il n'y a pas de bout du tunnel. Alors que quand tu es adulte et que ton cerveau, il a fini de se constituer, tu n'as pas ce truc de désespoir de te dire, je ne vais jamais m'en sortir, à moins qu'on soit dans le champ de la pathologie. Un ado, même s'il n'est pas dans le champ de la pathologie, il est au bout de sa vie, quoi, pour de bon. Parce que cérébralement, il n'est pas mature, tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est un moment très, très, très fragile, à risque, et que c'est un public sur lequel on a besoin de proposer des choses toutes particulières, parce que non, il n'y a pas autant de stabilité qu'à l'âge adulte. Durant l'adolescence, les jeunes sont donc plus sensibles en raison de leur construction personnelle. Ils et elles se cherchent comme nous nous sommes cherchés à ce moment-là. Nous souhaitons être acceptés par nos pairs et surtout pas nous sentir exclus. Et pour ne pas se sentir exclus, nous pouvons être amenés à repousser tout ce qui sort de la norme, entre guillemets, que l'on nous enseigne et que l'on définit au sein de notre groupe social. C'est à cet âge-là que le harcèlement est le plus marqué. Mais Brigitte, qu'est-ce que le harcèlement? C'est une violence qui est répétée, verbale, physique, psychologique. Et en fait, c'est une violence qui est souvent faite du fait d'un ou plusieurs élèves, souvent en collège et en lycée. Surtout en collège, on peut se rendre compte que c'est un phénomène de groupe. Et c'est à l'encontre d'une victime qui généralement ne peut pas se défendre. Et qu'est-ce que nous dit la loi sur le harcèlement? En fait, il y a une loi qui est parue là, le 2 mars 2022 qui met maintenant le harcèlement scolaire dans l'ordre des délits. Donc ça, c'est inscrit au code pénal et ça, c'est tout à fait nouveau. Et il y a des sanctions qui viennent avec, des sanctions pénales qui n'existaient pas jusqu'à maintenant et qui vont toucher les enfants de tout âge avec un degré différent suivant leur âge, puisque les enfants de moins de 13 ans ne sont pas judiciables, mais à partir de 13 ans, ils le sont. Et c'est vrai que là, c'est quand même un sérieux plus parce que je vais vous expliquer. Au début, on va partir pour des enfants de moins de 13 ans avec, on va dire, une remise à niveau de certains codes qu'ils n'ont peut-être pas, avec des petits stages de sensibilisation, des stages qu'on appelle de formation civique ou citoyenne. Mais ça peut quand même aller pour des enfants de plus de 13 ans, de l'emprisonnement et des amendes. Et avec quand même, quand un enfant harcelé va jusqu'au suicide ou au moins la tentative de suicide,
10 ans de prison et 150 000 euros d'amende, ce qui est tout à fait nouveau. Donc, on peut dire que la loi va maintenant entrer aussi en ligne de compte dans la lutte du harcèlement scolaire. C'est une bonne nouvelle, même si la vraie bonne nouvelle serait qu'il n'y ait plus de harcèlement. Nous venons de nous intéresser à la construction d'une personnalité chez les ados. Cela passe par l'apprentissage, par l'appartenance à un groupe et par le respect de ses pairs, mais cela passe également par la sexualité. À l'âge adolescent, il y a également le développement de la libido, Sophie. Les premiers questionnements sur l'identité de genre et sur l'orientation sexuelle. Et, non seulement c'est un chantier fonctionnel au niveau du cerveau, mais c'est aussi un chantier au niveau hormonal. Hein. Donc, tout est lié de toute façon. Après, tu me demandais du coup comment se façonne l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Je pense que ça se façonne bien avant finalement l'adolescence. Et c'est quelque chose qui est là en fait déjà en construction, même pendant l'enfance, et qui est intrinsèque à une personnalité, que ce soit pour l'identité de genre ou pour l'orientation sexuelle. Après, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment de se sentir plus fille ou plus garçon, ou d'être attiré par des filles ou par des garçons, ou d'être attiré par les deux, etc. Il n'y a pas vraiment encore de réponse à cette question, et il n'y a pas vraiment encore de consensus. C'est un peu la même réponse qu'à ta première question de comment est-ce que se forme une personnalité. C'est toujours pareil, il y a de la génétique, il y a du biologique, il y a de l'environnemental, il y a comment est-ce qu'on est pensé, porté par les autres, comment est-ce qu'on est vu par les autres. Il y a le sentiment de soi. Comment est-ce que je me définis au monde? Qu'est-ce que je peux dire de moi? Quels sont mes éléments biographiques? Comment je me présente? C'est un peu plus simple pour l'orientation sexuelle, parce que ma foi, voilà, c'est extérieur à toi. Hein. C'est dans la relation d'objet. J'aime les filles, j'aime les garçons, j'aime les filles et les garçons. Voilà. Mais pour l'identité de genre, je trouve que c'est un peu plus complexe. Dans le sens où ça vient à la fois, je pense que c'est intrinsèque à la personnalité, mais c'est aussi c'est aussi une question sociétale, parce que l'identité de genre, c'est l'expression du genre, c'est une construction sociale. Le fait que certains comportements sont plus attribués aux filles qu'aux garçons, que certains traits physiques sont attribués plus aux filles qu'aux garçons, que certaines couleurs sont attribuées plus aux filles qu'aux garçons, c'est mélangé beaucoup avec une construction sociale. Par exemple, la couleur bleue, qui est typiquement, et depuis la Seconde Guerre mondiale à peu près, reliée à la masculinité. En fait, à la base, avant ça, c'était la couleur des filles. Et la couleur des garçons, c'était plus le côté belliqueux, le côté, c'était le rouge. Le rose, ensuite, ça a été plutôt une couleur de noblesse, une couleur associée à la richesse, associée plutôt à la domination aussi masculine. Il y a eu une inversion qui s'est dessinée parce que tout ça, c'est de la construction sociale. Le rose devient la couleur des sentiments, devient la couleur et redevient une couleur féminine. C'est voilà, au fil du temps et au fil des évolutions de la société, les traits genrés sont redistribués, même s'il y a des traits qui sont quand même assez stables dans le temps, avec le truc ultra bateau de la femme elle est sensible, l'homme il est courageux, il est actif, il fait des choses, la femme est plus passive, etc. Donc ça, c'est des traits sociétaux qui participent à la construction genrée. Anne, est-ce qu'il est déjà ressorti des problématiques au niveau d'une appartenance à un genre différent? C'est pas ressorti. Mais si ça devait ressortir et si une personne ne voulait pas se positionner en tant que fille ou garçon, elle aurait le choix d'aller dans le groupe qui lui correspond.
ou de ne pas aller. Hein. Je veux dire, c'est le choix de la personne. Nous, on respecte avant tout la personne dans sa globalité. Donc, si elle souhaite ne pas, c'est déjà arrivé, hein, ne pas participer à l'information, elle n'y participe pas. Et si elle souhaite, voilà, c'est son choix. Et donc concrètement, vous intervenez dans les établissements scolaires, mais comment ça se passe? Donc, en fait, on a deux façons d'intervenir. On est dans les murs et hors les murs. C'est-à-dire qu'on va travailler au CPEF, recevoir plutôt des personnes en entretien de façon individuelle. Et on va travailler à l'extérieur avec des groupes, notamment sur les collèges, les lycées, les centres de formation, voilà, tout ce qui est en fait dédié aux jeunes. On va travailler avec la maison des ados, on travaille avec la mission locale, on travaille avec les CFA, voilà, tout ce qui regroupe en fait des jeunes. Alors, ce qu'on fait au centre de planification, donc dans les murs, c'est un accueil individuel ou en petit groupe, parce que souvent les jeunes, alors on va parler des jeunes, les jeunes, elles viennent, je dis elles viennent parce que c'est majoritairement des filles. Elles viennent accompagnées souvent, c'est rare quand elles viennent seules. Et donc, à l'intérieur de nos bureaux, il va y avoir une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir les recevoir. Chaque personne qui vient au centre de planification pour la première fois, elle est reçue par un ou une CCF. D'accord ? Dans tous les CPEF de Corse, ça se passe comme ça. Pour faire un petit point avec elle, pour discuter, pour voir ce qui l'amène. Et ensuite, si elle a besoin d'être orientée, elle pourra être orientée vers une infirmière, vers une sage-femme ou un médecin. On travaille aussi avec des psychologues. On oriente la personne selon ses besoins. Voilà. Si elle a des besoins spécifiques. Après, des fois, ça peut être des personnes qui viennent pour avoir une information. Donc, si nous, en tant que CCF, on est en capacité de leur donner l'information, on va la leur donner. Si ça devient un petit peu plus médical, on va l'orienter vers l'infirmière. Si ça concerne, par exemple, je ne sais pas, des IST, voilà, des IST ou des contraceptions, elles vont être orientées vers un médical. Et si c'est un questionnement par rapport à elles, alors à eux ou à elles, on va discuter avec eux, on va les aider à réfléchir et on va aller vers leur solution. C'est-à-dire que ça va être, nous, on les aide à réfléchir et on leur donne des informations pour qu'elles puissent s'emparer en fait de ce qui se passe, de ce qu'elles disent. Alors quand je dis elles, c'est très genré, mais ça concerne les personnes. Voilà. Moi, je parle de personnes. Voilà. Je ne parle pas d'hommes, de femmes, de filles, de garçons. Pour moi, j'ai des personnes en face. Donc, je les aide à réfléchir. Et quelles sont les questions que se posent les jeunes ? Ça peut être des questionnements personnels par rapport au couple, par rapport à leur relation aux autres, des choix de vie. Enfin, globalement, en fait, c'est tout ce qui est lié à la santé sexuelle. Donc, ça peut être les relations affectives et sexuelles, l'adolescence, les changements du corps, le rapport à soi et aux autres. On peut parler d'infections sexuellement transmissibles. On a quand même une mission de prévention des grossesses non désirées. Donc, ça va être la contraception d'urgence, test de grossesse. Voilà, on peut parler d'interruption volontaire de grossesse, d'IVG, parce qu'il faut savoir qu'on pratique, alors pas partout, pas dans tous les centres, mais on fait les interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses en centre de planification.
Ça peut concerner aussi les violences sexuelles, sexistes, les violences conjugales. C'est assez étendu, en fait. Mais c'est tout ce qui se rapporte à la santé sexuelle. Au corps, au changement du corps, à sa relation à soi, sa relation à l'autre, au plaisir, au désir, au manque de désir, aux injonctions au désir. Anne, peux-tu nous en dire plus sur les sujets que vous abordez durant ces interventions ? Alors, on va travailler sur des thèmes, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec les quatrièmes et les secondes. Donc ça, c'est… alors, je vous parle de Porto Vecchio, mais c'est en général ce qui se passe dans l'île. C'est les quatrièmes et les secondes. Les quatrièmes, on va aborder tout ce qui touche en fait à l'adolescence et à la puberté. Donc, ça peut… en fait, on fait des brainstorming sur l'adolescence et sur la puberté. On voit ce qui en ressort et ensuite, on discute avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'être au plus près en fait, de leurs préoccupations. Et c'est eux, en fait, qui nous amènent la matière. On va présenter le service, on va présenter nos missions, poser un cadre qui est important, qui est celui, en fait, de parler en général. C'est-à-dire qu'on va parler des préoccupations, mais on ne va pas évoquer des choses personnelles devant le groupe classe, en fait. Parce que ça peut créer des tensions, parce que ça peut générer des choses qui peuvent être compliquées pour eux. Donc, on va parler des thèmes généraux et l'individuel, on va leur dire qu'à la fin du cours, s'ils souhaitent venir nous voir, ils peuvent. Et surtout qu'en fait, on est disponible au centre, donc dans les locaux, pour les recevoir en individuel ou en petit groupe. Voilà. Donc, ça, c'est les quatrièmes. Donc, c'est présentation générale. Et ensuite, on va séparer les filles des garçons. On va aborder les mêmes thèmes, mais de façon non mixte. Parce qu'en quatrième, en fait, ça peut être difficile pour des filles de parler devant les garçons ou peut-être les garçons, ils vont dire des choses qui vont heurter les filles. Voilà. Et ça ouvre encore plus la parole de les séparer. Ça, on l'a remarqué sur les quatrièmes. Donc, mais on va faire la même chose. On va faire des brainstorming chez les filles, chez les garçons. Et après, quand on les regroupe, ils échangent en fait sur ce qu'ils ont discuté. Voilà. Donc, 3 points importants en fait qu'ils ont discuté chez les filles, chez les garçons. Voilà. Ça, c'est les interventions de quatrième. Pour ce qui est des secondes, alors on utilise soit, c'est toujours pareil, hein, le même cadre, mais on va utiliser alors soit un jeu de la ligne, c'est-à-dire qu'on va donner des affirmations et ils vont donner leur point de vue. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet en fait de confronter les idées, donner la possibilité à chaque personne de s'exprimer si elle le souhaite, parce que si elle ne souhaite pas s'exprimer, elle ne s'exprime pas, de confronter ses idées et surtout en fait de déconstruire les idées préconçues. Donc, soit un jeu de la ligne avec des affirmations, qui peut être… Alors, ils ont 16 ans, 15-16 ans en seconde, donc ça peut être, par exemple, je sais à qui parler de sexualité. Voilà, ça, c'est une affirmation. Donc, il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, et après, voilà, ils s'expriment. Et en général, ça part de là, et après, ça part en discussion. Ce qu'on fait aussi, c'est leur demander de poser des questions anonymes sur des post-it. On récupère les post-it, on fait des thèmes en fait, de discussion, et on aborde les sujets qui les intéressent. Voilà. On s'oriente un petit peu plus là-dedans depuis quelques temps, parce qu'on s'est aperçu ce qu'on leur donnait comme information, c'était très général, mais que des fois, on n'abordait pas des sujets qui les intéressaient. On essaye d'être au plus près de leur demande. Et après, il y a une troisième, il y a une autre façon d'intervenir. Alors ça, c'est plus
pour les petites classes, donc ça va être primaire et… alors, primaire, on en fait très peu, hein, mais on en fait quand même. Primaire et collège, début de collège, c'est les interventions de compétences psychosociales. Voilà, donc ça, c'est plus basé là-dessus, c'est sur les ressentis, sur des situations données, voilà, ce qu'ils ont ressenti, apprendre à parler de ces émotions, pouvoir se les dire à soi, les dire à l'autre. Voilà, ce qui à terme, en fait, permet de se parler de façon, on va dire, un peu moins violente, quoi. Voilà. Parce que des fois, la peur, ça fait réagir d'une certaine façon que l'autre ne comprend pas, alors que si on lui explique, en fait, ça peut calmer les choses, quoi. Et vous, Brigitte, quelle est la méthode que vous utilisez pour résoudre des situations de harcèlement scolaire? Donc, c'est une méthode qui déjà demande à ce qu'il y ait une cellule dans un établissement, c'est-à-dire plusieurs personnes qui puissent intervenir auprès des enfants. Pour vous schématiser comment ça se passe, quand une situation de harcèlement est décelée, il y a donc une personne qui va prendre en compte les dires en fait de la victime, qui va essayer de savoir ce qui se passe, comment ça se passe, et une autre personne qui va recevoir de façon tout à fait, je vais dire, anodine, les harceleurs, puisqu'on ne va pas être dans le blâme, on va essayer de faire naître chez les enfants, en fait, une préoccupation. Donc, on ne va absolument pas ni partir dans la sanction, mais essayer de faire partager notre préoccupation par rapport à cette victime et faire en sorte que les enfants, qui souvent sont eux-mêmes les harceleurs, soient en fait ceux qui arrêtent le harcèlement. C'est vrai que c'est une méthode qui paraît assez bizarre, assez incongrue, on va dire, même au début. Mais pour l'avoir pratiquée depuis pas mal d'années, je peux vous assurer que c'est une méthode qui marche. Vous allez avoir en entretien, par exemple, un enfant qui harcèle un autre et lui dire « Écoute, voilà, je veux te voir parce que je suis très, très inquiète par rapport à tel ou tel camarade qui n'a pas l'air d'aller bien, qui a l'air de t'embêter. Est-ce que tu as remarqué quelque chose ?» Donc, vous voyez bien qu'on n'est absolument pas dans « tu as fait quelque chose », ce n'est absolument pas blâmant. C'est quelque chose où on veut faire naître, en fait, l'empathie chez l'enfant. On ne l'accuse pas, on ne lui décrit pas les faits. Et souvent, cet enfant va vous décrire, en fait, ce qui se passe, tout en se mettant en recul par rapport à ses actes, hein, et va vous trouver des solutions absolument épatantes et va les mettre en place. Alors, ces situations peuvent être résolues quand le harcèlement n'est pas trop ancré. Quand il est vraiment très ancré, je pense que c'est compliqué d'arriver à démêler ces situations-là. Ce qu'on leur dit avant tout, c'est qu'ils doivent parler. Alors, c'est facile à dire, beaucoup moins évident à faire. Mais qu'en fait, la communication, si vous voulez, on les fait réfléchir sur la communication. Voilà. Notre façon d'intervenir, c'est les faire réfléchir. Et comment ils peuvent faire pour aborder certains sujets qui sont importants. Donc, consentement, préservatif, contraception, c'est des choses importantes. Dans la méthode de préoccupation partagée, donc je vous ai dit que c'était une méthode non blâmante. Donc, on est effectivement dans la bienveillance, nous aussi, avec les harceleurs. Mais il faut savoir que c'est une méthode qui doit absolument être approuvée par le chef d'établissement parce que si ça ne fonctionnait pas, il faut qu'on puisse poser une sanction. Et la sanction, c'est le chef d'établissement qui la pose. Alors, jusqu'à maintenant, j'espère, mais jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai pu démêler, il n'y a jamais eu de sanction. Parce que je pars quand même du prélat que les enfants ne sont pas méchants.
et qu'ils ont quand même envie de s'en sortir. Mais il faut savoir quand même que la sanction, elle existe et qu'elle est là quand même en cas de harcèlement ancré, en cas de harcèlement qui ne peut pas être résolu. Donc, au niveau des établissements, on a ce moyen-là de sanctionner l'enfant, les élèves ou l'enfant qui harcèle et avec qui on ne peut pas résoudre le problème. Y a-t-il des profils types de harceleurs et de harceleuses? Alors, il n'y en a pas. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il ne faut pas oublier que souvent, donc on parle bien dans les établissements, hein, c'est un phénomène de groupe. Donc, je pense que pour l'appartenance au groupe, ils sont capables, les enfants, de rentrer là-dedans et sans pour autant avoir un profil. Je pense que tout enfant peut être à la fois harcelé ou harceleur. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de profil, ni de harcelé, ni de harceleur. Ça peut arriver à tout le monde, on peut tous avoir une faiblesse à un moment. On peut tous être fragiles et je pense que tous à un moment, si on réfléchit bien tous à notre scolarité, qui peut me dire qu'il ne s'est pas moqué un jour de quelqu'un de façon répétée sans qu'on pense que c'est du harcèlement? Parce qu'ils ne mettent pas toujours le mot sur leurs actes ou sur leurs paroles. Mais franchement, je ne pense pas qu'il y ait de profil type. Un harceleur, c'est un harcelé. C'est les mêmes profils, si tu veux. Un harceleur, c'est quelqu'un qui est tellement dans l'insécurité qui va prévenir le coup en le donnant en premier. C'est pas quelqu'un de sécurisé dans son rapport à l'autre. Il va avoir besoin d'être dans la défensive pour pouvoir gérer son rapport à l'autre. Il va prendre le dessus parce qu'il a peur parce qu'il a très très peur qu'on prenne le dessus sur lui. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. Il y a besoin comme ça sur les réseaux de se démarquer, d'être plus bruyant, d'être au-dessus. C'est un peu la course à l'existence. Et si tu fais pas assez de bruit, tu es oublié, tu n'existes pas. Et ça, il n'y a rien de pire à l'adolescence que de ne pas arriver à trouver son petit bout d'existence, ou pire, d'être attaqué pour qui on est vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attaque. Dans le livre de Ben Never, Je ne suis pas viril, il raconte son harcèlement scolaire et explique qu'il ne faut pas, d'une certaine façon, intervenir lorsqu'un enfant est harcelé, car cela renforce son sentiment d'infériorité face au harcèlement. Il faut l'aider lui-même à s'en sortir. Qu'en pensez-vous, Brigitte? Alors déjà, dans la méthode de préoccupation partagée, on ne fait rien sans en parler avec la victime. Tout est fait avec son accord. Si bien que dans cette méthode, par exemple, il y avait à la fin, avant, il y avait une confrontation entre la victime et les harceleurs. Et il y a une évolution en fait dans la méthode. Bellon s'est rendu compte que ce n'était pas toujours utile, que ce n'était pas toujours désiré par la victime, donc il l'a supprimé. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est déjà une chose. Déjà, alors il y a deux choses. Effectivement, dans votre question, le fait qu'on ne stigmatise pas les harceleurs, qu'on les mette dans l'empathie, ça crée une toute autre relation déjà à la victime. C'est-à-dire que même parfois, je l'ai vu même souvent, ils vont s'occuper de la victime alors que ce sont eux qui, jusqu'à maintenant, l'a poussé à être mal, puisqu'on a des manifestations des victimes qui sont quand même assez graves parfois. Donc déjà, il y a tout à fait un changement de vision de la victime qui va passer soit pour quelqu'un de lambda, soit pour quelqu'un d'un peu plus populaire. Après, effectivement, le problème, c'est que moi, je dis qu'il ne faut pas se substituer à la victime. C'est-à-dire qu'il faut être à côté d'elle et pas entre elle et le monde. Et pour ça, effectivement, il y a tout un travail à faire après sur l'estime de soi, sur la valorisation, sur le fait que
potentiellement, on peut tous être victimes de harcèlement et essayer de renforcer en fait l'image de cet enfant qui a été harcelé et également d'aider les parents là-dedans parce que c'est très compliqué au niveau des parents aussi de se dire moi j'ai rien vu, mon enfant va mal, je ne sais pas quoi faire. Enfin voilà, il y a tout un travail effectivement à faire et souvent soit dans l'établissement quelqu'un est capable de le faire. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même des infirmières et des psychologues, des psy-EN qui sont là aussi pour ça. Soit on oriente ces enfants-là mais vers des structures qui sont adaptées pour pouvoir les aider et pour pouvoir leur redonner confiance en elles. Parce que voilà, c'est peut-être quelque chose de temporaire, mais je pense que si rien n'est fait, ça peut durer toute une scolarité, voire une vie d'adulte aussi. Et ça, c'est toujours un petit peu ce qu'il y a à craindre quand on ne s'occupe pas assez de la victime, je pense. On va préférer l'expression « personne victime de » car caractériser la personne de victime est plus permanent et stigmatisant. Au-delà du harcèlement scolaire, nous savons que ce qui est omniprésent chez les jeunes, c'est le cyberharcèlement. Avec l'avènement des réseaux sociaux et avec une hypersexualisation de la société toujours plus marquée, le cyberharcèlement est réellement un fait de société dont il faut s'emparer. Mais alors, Sophie, quel est le rôle des réseaux sociaux dans la construction personnelle d'un jeune ? Alors, le rôle des réseaux sociaux, il va délimiter, il va façonner, il va cadrer toutes ces expressions groupales-là, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est donner un cadre préétabli à ce vers quoi on tend à l'adolescence. Donc, en ça, il structure, il protège même, il donne des codes. Hein. On est on se sent bien dans le cocon d'un réseau social où on a trouvé des choses qui vont définir notre appartenance. Mais attention quand même à pas tomber dans une espèce d'ultra-conformité à ces sous-groupes-là, quoi. Après, bon, moi, je pense qu'il faut prendre en compte que c'est des choses qui vont rester. Les réseaux sociaux, ça fera partie de nos vies maintenant. On ne peut pas dire il ne faut pas que les gamins soient sur les réseaux. Oui, à partir d'un certain âge seulement, voilà, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas décemment penser qu'à 15 ans, tu peux encore les protéger. Et non, ils vont aller sur les réseaux, ils vont communiquer sur les réseaux. Il faut simplement leur apprendre à les utiliser. Les sociologues, ils ont développé cette question-là en baptisant ça l'hypersexualisation. C'est un objet sociétal de sociologie qui date des années environ 60. Hein, on situe ça après au niveau de la révolution sexuelle. Et l'hypersexualité, ce serait une sorte de dommage collatéral de cette révolution-là. Parce que la sexualité, et alors la sexualité adulte, ça c'est très important, suinte en fait dans l'espace public finalement, dans les médias, sur Internet, dans l'industrie du spectacle, elle est banalisée. Et ça, de la même manière que tout ce qu'on a dit depuis le début de notre discussion aujourd'hui, ça va venir influencer le développement d'un jeune, oui, de manière immanquable. Parce que quand tu grandis dans cet environnement-là où il y a des rappels à la sexualité adulte qui sont un peu autour de toi, dans les publicités, dans des réseaux qui sont censés être des réseaux de teenagers, style TikTok, où tu as des danses ultra suggestives, où il y a des mouvements qui peuvent même mimer l'acte sexuel, etc. Bon, ben voilà, c'est bon, comme tu dis, ouais, c'est sur Internet, alors c'est que ça doit être la norme et que ça doit être le but même. Ça doit être ça que je dois faire pour avoir ce qu'il faut avoir, quoi, pour être bien. Il y a même, ça crée une sorte même de culpabilité, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir touché, ne serait-ce que le début de leur propre sexualité, de leur propre sensualité, ben, ils ont ces injonctions-là de tu dois avoir une sexualité super épanouie, tu dois faire
déjà, le Grand Chelem est dans le bon ordre. Enfin, bon. Ils ont des trucs déjà très, très, très établis. Et ils sont très, très culpabilisés et très en insécurité au moment de débuter leur sexualité parce que, wow, je vais jamais y arriver. La barre est haute, quoi. Et puis surtout, ça vient coller des postures d'une sexualité, bon, elle est stéréotypée déjà, c'est pas très cool, mais en plus, c'est pas une sexualité débutante d'adolescent, c'est une sexualité d'adulte. Et ça, en psycho, c'est ce qu'on appelle la confusion des langages. C'est traiter des comportements qui appartiennent à une tranche d'âge et de les transposer sur une autre tranche d'âge. Voilà, alors la confusion des langages, on en parle beaucoup dans le cadre de pédopornographie, par exemple. Hein. C'est prêter des traits sexuels à un enfant, mais c'est la même chose finalement avec des gamines et des gamins de 13 ans qui se trémoussent sur TikTok en reprenant des codes de la pornographie, empruntés à la pornographie. Donc, l'apparition des réseaux sociaux a fait apparaître le cyberharcèlement. Mais est-ce que le cyberharcèlement fait appel au même mécanisme ? Comment on gère ces situations, Brigitte ? En même temps, je me dis, heureusement qu'il y a quelque part le cyberharcèlement parce que ça fait bouger les choses. Le cyberharcèlement, c'est juste la continuité. Ça, pour moi, c'est vraiment la continuité. C'est quelque chose qui existe depuis tellement longtemps. C'est un petit peu ce qui a fait éclater les préjugés aussi, peut-être, et ce qui a fait prendre conscience de la gravité. Parce qu'effectivement, tant que le harcèlement, j'allais dire, restait dans l'établissement, l'enfant rentrait à la maison, il était sécure, il avait son petit cocon. Là, c'est terminé. Ça continue à la maison, ça continue. Les gamins, ils sont toute la journée sur leur portable, ils sont scotchés. On va dire que s'ils pouvaient le greffer, ça serait même encore plus simple pour eux. Et la difficulté, effectivement, c'est ça, c'est que le cyberharcèlement, il part dans tous les sens. Bon, vous parlez des nudes, vous parlez effectivement tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors, c'est souvent au niveau du cyberharcèlement, les filles sont souvent plus impactées que les garçons parce que souvent c'est un petit peu elles effectivement qui envoient leurs petites photos, qui n'ont pas toujours la notion de ce qu'on peut faire, ne pas faire, et c'est vrai que souvent c'est sur elles que ça retombe, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est énorme, qui prend une ampleur de plus en plus importante, et c'est pour ça qu'il faut absolument associer les parents aussi à toutes ces formations et toutes ces informations, parce que autant les enfants sont capables de couper certains liens temporairement, autant les parents ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe sur le portable de leur enfant. Hein. On le voit quand on détecte une situation où il y a eu un problème, soit de nude, soit d'autres choses au niveau du harcèlement, du cyberharcèlement. Les parents ne sont pas du tout au courant, ils savent pas ce qui se passe. Pourtant, l'enfant a le portable la nuit, a le portable la journée. Enfin, il y a vraiment effectivement de plus en plus un phénomène qui s'amplifie, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut de plus en plus axer et nos formations et nos informations, et peut-être aussi nos réactions par rapport à ça, parce que moi souvent j'avoue que ça nous dépasse, hein, parce que ça prend des ampleurs qui sont énormes, parce qu'elles dépassent le cadre de l'établissement, hein, et que les parents sont souvent pas armés contre tout ce que leurs enfants peuvent subir. On ne peut pas parler de cyberharcèlement sans faire référence au revenge porn. Phénomène horrible et inquiétant. Est-ce que vous en parlez, Anne ? Revenge porn, le nude, oui, c'est des thèmes qu'on aborde parce que en soi, dans l'intimité, on a le droit de faire ce qu'on a envie de faire. On ne doit pas être forcé. Alors nous, on a un cadre qui est la loi,
Donc, il y a du rappel à la loi en permanence. Ça, c'est plutôt ça, c'est moi, je suis comme ça. Il y a du rappel à la loi, en fait, sur des choses qui peuvent être vécues et surtout dire que la loi est là pour protéger. Voilà. Pour protéger les mineurs, par-dessus tout les mineurs de moins de 15 ans, enfin plus particulièrement les mineurs de moins de 15 ans, mais en tout cas que par exemple, ouais, effectivement, le revenge porn, la diffusion par exemple de nude, ne serait-ce que le montrer à ses copains, du coup c'est interdit par la loi. Que s'il est diffusé et que les autres continuent à le diffuser, donc on passe dans le harcèlement en fait, et que du coup c'est interdit par la loi, voilà. Qu'ils aient la notion en fait que ils ont la possibilité d'être protégés. Et pour ce qui, alors après, nous en CPEF, on va travailler autour de la santé sexuelle. Globale et générale. Après, on a des collègues, par exemple, le service information jeunesse, qui fait, par exemple, des interventions sur le harcèlement, spécifiques au harcèlement. Et donc, comment faire pour que le harcèlement s'arrête, Brigitte? Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place, je vous le disais aussi, hein, dans les établissements, on est aussi obligé de le faire de par les directives nationales qu'on a, hein, puisque de toute façon, maintenant, avec le programme phare, on est obligé d'installer un protocole. Et je pense qu'il faut continuer là-dedans parce qu'il y a des axes qui sont primordiaux. Il y a la sensibilisation, ce qu'on fait au niveau de nos élèves dès la 6e, soit en intervenant en interne, soit en faisant venir des intervenants extérieurs pour les sensibiliser au cyberharcèlement la plupart du temps. Parce que ça, c'est quelque chose effectivement qu'ils maîtrisent malheureusement peut-être plus que le reste. On prévient aussi en informant également les conséquences que peuvent avoir sur les élèves, que ce soit les victimes ou les harceleurs, toute forme de harcèlement. Je pense que la formation aussi des ambassadeurs dans les établissements, puisque maintenant on est tenu aussi de former des ambassadeurs collégiens ou lycéens pour soit informer, soit pour être aussi le relais des élèves avec les adultes. Et puis, il y a cette prise en charge qui est le dernier axe, qui est le plus important, je pense. Et toujours, encore une fois, associer les parents pour qu'eux aussi soient sensibilisés, informés et qu'ils puissent, pourquoi pas, être formés également hein, pour pouvoir nous aider aussi dans les établissements parce que c'est tellement énorme. Je crois qu'on n'a pas toujours la mesure de ce qui se passe dans nos établissements. Et un établissement qui vous dit non, chez moi, il ne se passe rien, pour moi, ce n'est pas possible. Comme je disais, on ne pourra pas agir sur ce qui entoure, hein, de manière sur ce qui est afférent. On peut, par contre, être éveillé sur cette question-là et éveiller les consciences sur la nécessité de protéger les jeunes et de leur donner surtout des clés pour eux prendre de la distance par rapport à tous ces objets que sont l'omniprésence d'une sexualité dans l'espace public, dans les médias, une prise de distance également avec les réseaux. Parce que qu'est-ce que ça fait, tous ces trucs-là? C'est des objets très, très brillants, très, très attirants pour un cerveau d'ado. Tu vas activer le circuit de récompense. Là, encore une fois, je vous renvoie à mon petit cours de biologie de tout à l'heure. C'est un circuit dopaminergique qui s'enclenche de manière à être dans la récompense, le circuit de récompense. Et ça, c'est le système limbique qui est très, très fortement sollicité à l'adolescence. C'est pour ça que les addictions et que les comportements répétitifs, ça démarre à l'adolescence. Et tu peux facilement être accro à ton écran, à ton réseau,
même en tant qu'adulte, c'est difficile de sortir de ce truc-là où je reçois une notif, j'ai été adoubée par mes pairs, c'est satisfaisant et j'y retourne parce que mon cerveau me récompense de manière très très positive. Hein. C'est un peu l'histoire du chien de Pavlov. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien sur la courte durée. Donc j'ai envie d'y retourner. Mais il est là le mais, il faut semer la petite graine chez les jeunes en leur disant, regarde, là, ça te fait du bien, certes, mais est-ce que tu risques pas de te noyer, de te perdre dans la satisfaction et dans l'immédiateté? La nécessité de se détacher de l'objet, de se détacher de la représentation de la sexualité imposée par les trucs sur TikTok, par les pornos, par ce qu'on entend dans les réseaux, etc. De prendre du recul et finalement de découvrir qui on est soi vraiment. Et donc, quelles sont vos notes positives de fin? Ils sont très, très étonnants, cette génération. Ils sont super informés. Ils sont réveillés sur beaucoup de questions, quoi. Et ça fait plaisir parce que tu te dis, ils vont avoir un background quand même qui est très riche. Quelque part, on était très limité sans l'accès à Internet et au réseau. Quand on grandit, voilà, avec juste un peu de choses, hein, surtout voilà, quand on grandit encore, c'est que t'as pas 100 000 musées, t'as pas un accès à la culture aussi vaste que si tu habites dans une très très grande ville. C'est une mondialisation. Après, il y a des gens qui vont te dire que c'est pas bien parce que tout le monde a accès aux mêmes infos et que ça participe à ce qu'il y ait une uniformisation des comportements. Mais bon, d'un autre côté, quand même, il y a moi, je trouve qu'il faut apprendre à laisser en fait dans tout ça. Il y a beaucoup d'infos. La seule chose, c'est qu'il faut juste apprendre à utiliser l'information et le réseau de manière un peu intéressante et à savoir prendre et laisser. Pas se laisser noyer dans comment dire, la quantité d'informations et prendre ce qui va aider à nous construire. Dans les questionnements, on peut remarquer qu'il y a un peu de changement. Alors, il y a aussi le fait qu'ils sont très, très, très informés parce qu'ils ont entre les mains un outil magique qui est un téléphone portable et qui les informe beaucoup, beaucoup. Et parfois, et c'est souvent le cas, ils sont experts d'eux-mêmes, de leurs problématiques, de leurs questionnements. Et c'est eux qui nous apportent des choses qu'on retravaille après, lors de formation, parce qu'on est tout le temps en train de se former, hein, qu'on retravaille ensuite. Mais ce qui est très positif, c'est qu'ils ont une conscience qui est beaucoup plus développée, en fait, sur les thèmes qui les préoccupent. Voilà. Alors, après, il faut faire attention aussi, parce que le téléphone portable et Internet, c'est top. Mais ça peut générer en fait beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup moins positives. Je pense que de plus en plus, la parole se libère. Alors, il n'y a pas que nos interventions, hein. Il y a également quand même tout ce que les enfants voient autour, tout ce que les associations peuvent faire, tous ces gens qui ont osé à un moment le dire, que ce soit des adultes, des sportifs. Je pense que ça aussi, c'est important. Des chanteurs, enfin voilà, je pense que nous, on passe souvent aussi, quand on intervient sur le harcèlement, le fait que la parole se soit libérée, et pour eux, c'est quelque chose de salvateur. Moi, je pense que petit à petit, si on est formé, si on est prêt à accueillir en fait la parole des jeunes, on va arriver quand même à diminuer le harcèlement et au moins faire en sorte de pouvoir aider le plus possible et de plus en plus les enfants qui viendraient vers nous pour des situations de harcèlement. Et ça, franchement, j'y crois.
Il existe donc de réelles méthodes pour s'emparer et corriger ces sujets, ces problématiques. Mais un seul épisode pour parler de ces problématiques est trop insuffisant, car les problématiques sont encore trop nombreuses. Le porno et sa retranscription dans les premières relations sexuelles, le rapport au corps et à l'autre, le plaisir, le consentement, les violences sexistes et sexuelles et bien d'autres. Nous préparons dans ce sens un nouveau projet, alors restez connectés. Que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le 6e épisode de Podcast ou Sexiste. On se retrouve le mois prochain. En attendant, restez connectés sur nos réseaux sociaux à Podcast ou Sexiste.